Cosa Vostra. Madeleine aujourd'hui, donc c'est accessible sur un site internet, responsive évidemment. On a développé également une appli iOS, Android. Là se pose nous dans notre développement la question de se développer sur des téléconnectés. Aujourd'hui, on n'a pas développé d'appli téléconnectée. Peut-être qu'on va, Je pense que vous viendrez. C'est un sujet qui revient en 2021. C'est fort quand même. C'est exactement ça. Et après ça, on essaie à chaque fois de mettre en perspective. Tu parlais business tout à l'heure. Madeleine, c'est aussi, on a un enjeu business avec. Il y a un PNL, bien sûr. Il y a un PNL direct sur Madeleine. On est même pour la petite histoire, dans les médias audiovisuels publics, on a un contrat d'objectifs et de moyens qui nous lie à l'État. C'est ce qui définit quels sont nos objectifs structurels. L'INA est chargée de faire ça, ça et ça, et on a c'est dans n'importe quelle autre entreprise, on appellerait ça des KPI. Et vis-à-vis de l'État, dans notre nouveau contrat d'objectifs et de moyens, on est engagé sur un nombre d'abonnés sur Madeleine. On s'est donné des objectifs d'abonnés et de marge brute. Et très bien. Enfin, non, mais moi je trouve ça super. C'est assez challengeant, quoi. Ouais. Mais bien sûr. Et donc tous les ans, il y a un moment, on va devoir rendre des comptes au ministère de la Culture et à Bercy, qui regarde ça de près, sur est-ce que vraiment ce produit Madeleine SVOD, c'est un truc qui permet à l'INA de générer du business et de créer de la valeur. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis ravi d'être en compagnie d'Antoine Baillet, directeur du numérique de l'INA. Rapide présentation pour commencer d'Antoine. Donc, tu as un profil de journaliste. Passé par plusieurs maisons, Europe 1, France Info, également professeur à Sciences Po, école de journalisme. Absolument. On parle un petit peu de l'actualité un peu chaude aussi sur Sciences Po, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Puis passé chez Mondadori, on va y revenir. Et enfin, directeur du numérique à l'INA depuis un peu moins de 2 ans. Alors, une petite précision, directeur du numérique à l'INA, c'est pas exactement ce que moi je suis patron des offres éditoriales, je suis éditeur des offres numériques. Le numérique à l'INA, je pense qu'on va s'en parler. En fait, il y a du numérique partout à l'INA. Et donc voilà, on est vraiment organisé avec et ce que le numérique a fait à l'INA, c'est que ça nous a transformé. Ça a transformé l'INA d'un centre d'archives en quelque chose qui entretient un lien direct avec le grand public. Et moi, j'ai la chance de m'occuper de m'occuper de tout ça. Et donc, je suis patron des éditions numériques à l'INA. Tu fais bien de le préciser. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, je pense que dans pas mal de médias ou même d'entreprises, le poste responsable du numérique n'a plus vraiment grand sens parce que le numérique est normalement partout, responsable du numérique, tu œuvres à ta disparition. C'est un petit peu ça le sens d'un poste de patron du numérique. Et moi, j'œuvre plutôt à la transformation de l'INA, là-dessus. Et transformation qui est assez visible de l'extérieur. Et ce sera un peu le cœur de cet épisode, de notamment parler donc de Madeleine, ce service de SVOD qui a été lancé sous ton impulsion depuis ton arrivée à l'INA. Pour un peu flécher l'épisode, on va parler d'abord un peu alors rapidement ton parcours parce qu'il est intéressant et puis j'ai pas souvent en fait de journalistes. C'est vrai qu'on parle souvent de techno, de business, de modèles. J'ai des dirigeants et tu mais t'as un profil de journaliste et on y passera quelques minutes. Et je le revendique. Hein. Ouais, j'imagine bien comme souvent les journalistes le revendiquent. Parler un peu de l'INA et de l'innovation parce que
voilà, de l'extérieur, l'INA, ça pouvait être vu comme quelque chose d'un peu vieillot, ou des boîtes d'archives, etc., une espèce d'obligation légale, et c'est absolument plus ça, et déjà depuis quelques années, hein, au-delà de Madeleine, qui vous donne une espèce de spotlight assez fou d'ailleurs. Au départ, l'INA, c'est un logo quand tu vois des images d'archives au JT. Exactement. C'est ça. À côté du coq un peu, le RTF. Alors tu peux, des actualités françaises, donc c'est une voix caverneuse, c'est du noir et blanc, etc. Et de toute façon, au départ, la mission de l'INA qui est née en 74, il y a plusieurs missions. Il y a la conservation des documents, effectivement aussi du dépôt légal. Tu parlais d'obligation légale, c'est toute la partie, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, fait le dépôt légal des documents écrits, imprimés. Ouais. L'INA est responsable par la loi du dépôt légal des documents audiovisuels. Donc ça veut dire qu'on capte en continu toutes les chaînes de télé, toutes les radios émises en France. Donc voilà. Mais effectivement, après ça, il y a une transfo qui s'est faite, qui date de 2006. Donc moi, j'étais pas du tout à l'INA à ce moment-là, et qui est un truc tout bête qui a fait que l'INA a changé. C'est le passage au moment où tu entretiens une relation directe avec le grand public. Ce qui n'existait pas du tout avant. Les contenus de l'INA au départ n'existaient que par le truchement de tiers, parce qu'un producteur, parce qu'un journaliste décidait d'aller fouiller dans les archives et de diffuser du contenu. Et en fait, le sens de la transfo numérique à l'INA, c'est ce qui s'est passé. C'est le moment où l'INA a commencé à entretenir une relation directe avec le grand public, tout simplement. Et donc grâce à Internet, notamment, ça ne grâce pas se faire différemment. Ça s'est fait parce que en 2006, bon, c'était pas ultra novateur non plus pour l'époque, mais c'est le site internet ina.fr qui, en 2006, met à la disposition du grand public des contenus pour la première fois. Voilà. Moi, encore une fois, j'y étais pas, donc il y a eu tout un travail qui a été fait admirable d'entretien de relation avec le grand public à ce moment-là, et après ça qui s'est développé avec tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux. Mais pardon, j'ai complètement scrollé ton sommaire. Et non, il y a pas de problème, c'est aussi simple, le podcast, on est assez libre, donc les gens s'y retrouveront. Donc avant qu'on reparle de ça, et Dieu sait que je pourrais rebondir dessus, il y a plein de choses à dire, juste ton parcours de journaliste, parce qu'il est, comme je le disais, intéressant. T'as fait plutôt t'as fait de la radio, Europe 1, France Info, t'étais journaliste politique, donc t'étais pas dans les départements, ce qu'on appelle donc digitaux ou... Si. En fait, moi, tout de suite allé je suis sorti d'école de journalisme en 2008 et j'ai fait une filière qui à l'époque s'appelait de la presse écrite, mais en 2008, j'ai compris en faisant un stage chez Libé que il se passait quelque chose sur le numérique. C'est un jour où j'ai proposé un sujet à mon chef de service que j'avais vu sur le blog de Maître Eolas. À l'époque, c'était un sujet sur le droit des étrangers. Eolas en est un spécialiste et mon chef de service était aussi un spécialiste du droit des étrangers. Et je lui dis que tiens, il va y avoir une grève au tribunal administratif sur le droit des étrangers. Et en fait, mon chef de service, il en était pas au courant. Et là, je me suis dit tiens, il se passe quelque chose sur les sources de l'info, sur la manière dont on fait de l'info, etc. Et donc, espèce de déclic. C'est en fait, je faisais du numérique, je pratiquais du numérique, je bloguais, je blogouillais un petit peu sur l'actu politique, mais j'avais un petit peu compartimenté ça de mes études de journaliste classique. Et il y a un moment, en fait, je me suis dit mais non, c'est les deux ensemble. Et la manière dont je vais exercer le métier de journaliste, c'est sur des supports numériques. Chez Europe 1, moi j'ai eu la chance de lancer un site chez eux qui s'appelait le Lab d'Europe 1, donc site d'actu politique. Avec Benoît Raphaël à l'époque. Avec du Benoît Raphaël, absolument, avec du Gilles Ney, avec moi aussi je salue Gilles Ney, lancé en 2012 sous l'impulsion de Denis Oliven en fait à ce moment-là. Et donc moi je suis arrivé à ce moment-là dans cette équipe-là, et le lab ça devait passer 6 mois, ça devait couvrir une actu présidentielle en fait. Ça a duré plus de 6 ans et donc moi voilà, j'ai eu la chance de bosser là-dessus, ce qui était une expérience assez géniale et voilà. Et donc après donc du France Info,
où j'imagine aussi tu as dû pas mal t'éclater, puisqu'on a donc, tu me disais que tu avais écouté l'épisode avec Laurent Frisch, on voit un peu aussi tout ce qui s'est passé chez Radio France. Et puis un dernier passage, tu veux peut-être sur France Info sur Radio France, c'est ouais, même sur Radio plus France, que sur Radio pardon. France, c'est de l'audiovisuel public en fait, parce ouais. que moi, Et c'est tes premiers pas dans l'audiovisuel public. Et avec un sujet génial qui était le lancement de la chaîne de télé France Info et la transformation de France Info. Moi, j'étais patron du numérique pour France Info, la radio. J'y suis arrivé en c'est 2000. Toi qui représentais la radio France Info dans ce projet de chaîne. Exactement. Qui est donc même un peu plus qu'une chaîne. C'est un média global qu'on a construit à ce moment. Oui, bien sûr, parce qu'après, c'est radio, télé et numérique. Et donc, effectivement, moi, je bossais là-dessus sur comment créer un site ensemble, franceinfo.fr, qui a 2 URL aujourd'hui, franceinfo.fr, francetvinfo.fr. C'est un site complètement atypique parce que il est édité par 2 entreprises de l'audiovisuel public. Radio France y contribue, France Télévisions y contribue. Comment on fait pour RFI aussi un peu. Alors ouais, je crois qu'il y avait France Média Monde ouais, à la chaîne de télé France Info, mais pas vraiment au projet numérique. Le projet numérique, c'est vraiment un truc Radio France, France Télé. D'accord. Et donc ouais, ça c'est des un beau succès. Au moment où on a lancé ce projet numérique, il y a TF1 qui venait de faire la fusion Metro News, LCI. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé chez TF1, c'est que la fusion de 2 sites a créé une catastrophe en termes de trafic, en termes de voilà. Enfin, ça a été même quelque chose de très compliqué. Et nous, ils sont en train un peu de sortir aujourd'hui, mais c'est que ça prend du temps, effectivement. Et de notre côté audiovisuel public, on voit ce truc qui se passe, qui est un échec. Et nous, on est en train de se dire, tiens, il faut fusionner franceinfo.fr et francetvinfo.fr. Comment on fait? Quelle marque qui fait quoi, etc. Parce que c'est pas que technique, hein. Là, c'est des sujets politiques, édito. Quelle équipe prend le leadership? Et puis, comment on fait pour décider quand est-ce qu'on peut pusher une information? Tiens, il y a tel spécialiste qui dit un truc dans la rédac, ouais, mais moi dans ma rédac il y a quelqu'un qui dit autre chose. C'est honnêtement passionnant. Et les choses sont, en fait, quand on met l'éditorial d'abord, les choses se font, quoi. Ouais. C'est peut-être un peu bisounours de se dire ça. Non. Mais quand on a un projet édito et quand on arrive à faire que l'édito soit le truc qui drive, ça marche. Et de fait, contrairement à ce qui s'est passé chez TF1, France Info, c'est devenu quelque chose qui était plus puissant du fait de cette agrégation entre ce qui existait chez France Télé et chez Radio France. Et donc c'est un succès là-dessus de se dire putain, il y a une fusion entre 2 sites. Et ça a marché, ça a créé quelque chose de plus grand. 1 + 1 égale plus que 2 égale 3. Ça, c'est intéressant de mettre les deux un peu en regard, voir la manière de faire. Je sais pas si c'est des décisions un peu fortes à un moment donné d'une direction de dire voilà, en fait, on tranche et puis tant pis, on y va. Il y a eu sur ce projet de chaîne info de l'audiovisuel public, qui est un sujet passionnant, il y a eu une volonté très forte affichée par Mathieu Gall et Delphine Arnott, juste après l'arrivée de Delphine Arnott chez France Télévisions, qui a été de se dire ok, on y va ensemble, et dans 1 an, c'est à l'antenne. Et après ça, chez eux, ils ont nommé dans chacune de leurs maisons des personnes qui étaient responsables de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à l'antenne 1 an plus tard. Et de fait, 1 an plus tard, il y avait quelque chose. Non seulement il y avait quelque chose à l'antenne, mais même le projet numérique existait et était fusionné. Ça, c'était la partie sur laquelle on a beaucoup discuté. Fallait-il fusionner ces projets numériques? 5 ans plus tard, j'ai pas le moindre doute. Il fallait le faire. Ça aurait été une erreur industrielle que de ne pas rapprocher sur l'actu continu ces deux offres qui étaient extrêmement puissantes. La radio France Info était très bonne, mais notre offre numérique était pas ultra développée. Non, pas hyper visible. Exactement, pas le plus, exactement. Chez France Télé, il y avait France Télé Info qui était une rédac extrêmement bien structurée, puissante. Mais pareil, assez inexistante. Quand je dis inexistante, c'est pas visible en tout cas. Ils étaient déjà quand même assez puissants, mais sur un projet numérique qui était un peu à côté de ce qui se passait dans les rédacs de France Télé. Et franchement, voilà, enfin 5 ans plus tard, ouais, c'est un sacré truc, quoi. Ouais, c'est exactement. On pourrait presque faire
faire un épisode dessus. Mais c'était il y a 5 ans, donc bon. Voilà. Mais c'est tout. Non, ce qui est intéressant, c'est toujours voir un peu la genèse, les coulisses, un peu comment ça s'est passé. Mais donc là, on en a eu un petit aperçu. Donc un beau projet. À chaque fois, t'arrives sur des beaux projets. Je sais pas si t'as de la chance ou si c'est toi qui vraiment à chaque fois les choisis bien ou en est l'artisan. En tout cas, sur Madeleine, dont on parlera dans un moment, a priori, c'est vraiment toi qui as insufflé ça, même si ça partait de projets. Toute petite aparté, t'es passé chez Mondadori, où on s'était croisés d'ailleurs. Absolument. Et donc là, le grand écart. Je suis passé de chez France Info à Closer. Notamment à la presse People. Ce qui peut paraître de l'extérieur, je te provoque un peu, mais un drôle de mouvement. J'imagine que tu ne galérais pas pour trouver un travail. Ça a été un vrai choix d'aller sur la presse People. Ça a été un vrai choix. Donc, je suis parti de France Info après l'élection d'Emmanuel Macron parce que ça fait des cycles quelque part en termes d'infos. C'est très cyclique avec les élections présidentielles. C'est des vrais moments. Exactement. Et ouais, bien sûr, ça a été un choix complet déjà parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur le numérique. Donc, par rapport à la question que tu posais précédemment, moi, j'aime bien arriver dans des projets où il y a des choses à faire et où les choses sont pas encore complètement installées, figées, routinisées. C'est quand même plus intéressant de se dire qu'il y a un projet numérique aussi à développer, et c'était le cas. Je m'occupais de Closer, mais pas que Closer, Téléstar, Télépoche. Mais effectivement, c'est loin de France Info au départ. Mais moi, c'était quelque chose qui honnêtement m'intéressait même éditorialement, comme journaliste. J'ai appris des choses sur la manière dont se fabrique cette info, qui n'a rien à voir avec de l'info hard news Au départ, ça n'a rien à voir. En image, ça n'a rien à voir. Quand t'es en soirée ou en dîner, c'est pas la même chose de dire je travaille chez France Info ou je travaille chez Closer non plus en termes d'image. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Au final, sur la manière dont l'info est produite, en vrai, les sources peuvent changer, mais il y a quand même cette envie de faire de réussir à sortir des infos et les faire vivre sur différents réseaux, différents formats, exactement. Etc. Mais couvrir la mort de Johnny Hallyday chez Closer, moi j'ai appris des choses très 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 humblement. Ça comme fait plus de vues qu'une présidentielle, une mort de Johnny Hallyday. Je pense que j'en rigole, mais c'est juste assez phénoménal. C'est extrêmement puissant, et c'est des choses que tu vois pas forcément complètement parce que notamment pour des journalistes qui vont être très branchés sur les réseaux sociaux, Closer, ça va pas être une marque que tu vas avoir extrêmement passée. Tu vas suivre. Parce que qu'il y a pas ce sentiment de fierté non plus forcément là-dessus. Mais je peux te dire que sur des supports numériques comme AMP, et donc sur les mises en avant, sur des Android, etc. Closer est un truc qui est extrêmement puissant. Bref. Alors, AMP, juste pour expliquer rapidement, c'est ce format de Google qu'on trouve sur mobile lorsqu'on tape dans Google peu importe la mort de Johnny Hallyday, on a des résultats qui sont mieux, sur les serveurs de Google. C'est un peu technique, mais c'est puissant en termes d'accès d'après sur les moteurs de recherche. Exactement, et c'est l'équivalent de ce qui se passe sur des iPhones, sur iOS, avec les sections Apple News et les mises en avant de recommandations de contenu. Exactement. Et il se passe la même chose sur les Android. C'est via du AMP. Tu as bien fait de me reprendre, pardon. Non, mais c'est juste parce que AMP, tout le monde connaît pas forcément, c'était juste la petite explication technique. Et t'es parti avant le rachat de Reworld, hein. Avant, je pense que peut-être les discussions étaient déjà... Je suis parti parce que j'ai eu une opportunité dans l'audiovisuel public et que je m'étais éclaté dans l'audiovisuel public, et donc il y a cette proposition. À tes premières amours. Exactement. Il y avait encore des choses à faire chez Closer et chez Mondadori, et effectivement à la faveur du rachat par Reworld, voilà, c'est tout. Il y a eu cette possibilité là. Ça aurait été très marrant aussi de développer aussi après ça. Bien sûr. Je pense. Après, tu sais, toutes ces polémiques entre Reworld, chez Mondadori, Science et Vie, etc. Après, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je pense que toi, sur le numérique, il y a moyen de s'éclater sur le numérique sans entrer dans la polémique sur les journalistes. Et Mondadori était globalement, et c'est pas un scoop, plutôt en retard sur le numérique. Le rachat aussi de Reworld, hein, moi, c'est ce qui m'avait attiré chez Mondadori, le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et je pense que ce rachat, exactement, c'est exactement ça. Et a priori, ils réussissent assez bien, en tout cas en termes de résultats. Après, en termes de RH, c'est plus compliqué, on va dire. Et donc, tu arrives à l'INA il y a un peu moins de 2 ans, et on arrive
dans le cœur de l'épisode, mais c'était important parce qu'encore une fois, t'as été quand même sur des sujets dont on parle encore aujourd'hui, qui sont, alors le lab d'Europe 1 un peu moins aujourd'hui, mais le reste, oui. Je te taquine. Et donc, Lina, voilà, donc on en parlait un peu tout à l'heure en préambule. C'est vrai que c'était donc cette boîte qui était pas très visible, cette obligation de déposer. Et pourtant, depuis donc 2006, il y a quand même pas mal d'innovations à Lina. Alors, encore une fois, Madeleine, ce service de SVOD, le rend hyper visible, mais ça fait déjà quelques années. Je voyais sur le site, il y a des grands projets, le projet Saphir, Digimpix, je sais pas si, ou Diginpix, oui, c'est un peu mieux que Digimpix, ça fait vraiment très franchouillard la manière de le dire. Et l'observatoire transmédia qui, à titre perso, une belle source, il y a des super articles, vous avez des super auteurs là-dessus. Je sais qu'il y a aussi pas mal d'open innovation avec des startups. Est-ce que tu veux nous raconter avant qu'on arrive sur Madeleine, l'innovation à l'INA, comment ça se passe, la R&D dans une institution publique, il y a toujours plein de sujets à dire là-dessus. La première chose, c'est que l'INA a une particularité au sein de l'audiovisuel public, c'est que la loi nous a imposé de faire de la recherche. À la création de l'INA, donc en 74, explosion de l'ORTF, toutes les différentes fonctions se retrouvent un petit peu éclatées. L'INA se retrouve chargée et investie d'une mission de conservation, d'une mission de diffusion de production de contenu, d'une mission sur la formation. L'INA est un institut de formation, et également sur de la recherche. Et donc, depuis ses débuts, l'INA fait de la recherche. Et quand je dis recherche, c'est avec des chercheurs. Ouais, il y a des chercheurs en informatique, notamment, qui bossent sur des projets. Il y a une petite trentaine de personnes qui sont vraiment des chercheurs. Aujourd'hui, à l'INA, on fait des projets de recherche fondamentale avec du financement de l'Agence nationale de la recherche. Et débouche sur quoi? Alors là, j'ai cité deux petits projets, mais parce que je vais te donner deux exemples. Ouais, vas-y. Je peux te donner deux exemples là-dessus. L'INA, allez, je vais le dire dans une belle formule, l'INA a quasiment inventé le Content ID de YouTube. On a une technologie similaire qui s'appelle Signature. C'est un logiciel qui va aller repérer des utilisations de contenu, d'empreintes de contenu. Qui identifie une vidéo. Exactement. Ou je dis vidéo ou audio, mais qui sont capables de une vidéo, en l'occurrence. En l'occurrence, c'est sur de l'image. Et donc, c'est une brique qui est fondamentale chez YouTube pour détecter le copyright et déterminer quel est le copyright, l'auteur, le copyright, exactement, toutes les vidéos. Et éviter les conflits de paternité sur là-dessus. Effectivement, donc YouTube le fait, ça s'appelle le Content ID. Et Signature est utilisé chez Dailymotion aujourd'hui. D'accord. Vous avez développé une techno que vous distribuez en marque blanche. Enfin pas en marque blanche, c'est une licence. C'est des licences. Exactement. C'est exactement ça. Alors ça, c'est des choses qui ont plusieurs dizaines d'années même. Et au départ, c'est bien de la recherche sur les technos et qui va aboutir là-dessus. Donc on a toute cette branche un peu recherche dure quoi, qui peut déboucher sur des innovations qui vont être utilisées par la suite. On a aussi, et tu citais du coup l'Observatoire Transmédia, c'est un chercheur qui s'appelle Nicolas Hervé qui a mis ça au point. On va avoir toute une partie de recherche aussi sur un peu plus sciences sociales, sur la diffusion de l'information. L'INA observe la diffusion de l'information, ses conditions de production, et donc effectivement on va aller chercher à qualifier, à observer des traitements médiatiques. On bosse beaucoup en ce moment sur un projet de recherche sur la place des femmes, la place de la parole des femmes dans les médias. Bim, mauvais exemple, on est deux mecs en train de se parler, donc là on fait exploser tous les compteurs. Mais je les pose pas à mes potes à l'INA, donc ça va. Alors on travaille là-dessus aussi sur le dépôt légal. Donc voilà, mais tout ça pour dire que c'est un enjeu fondamental dans la manière dont les médias travaillent ça. Nous on a développé une intelligence artificielle qui est capable de déterminer le temps d'antenne occupé par les femmes sur des médias. Spoiler, il est très mauvais. Et on est à 70% de paroles masculines, que ce soit en information, que ce soit en fiction.
fiction même, on va déterminer qui ont les rôles principaux, les on rôles va faire des choses etc. comme ça. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Et donc ça, vous le publiez sur l'Observatoire Transmédia, mais vous ne monétisez pas cette information. Il y a pas de, vous avez pas de mission où vous vendez comme ça, des rapports que vous vendez? On fait c'est pareil, c'est un projet qui est fait avec des chercheurs sur de l'ANR et ça c'est vraiment l'Agence nationale de la recherche, pardon. Et ça c'est quelque chose qui est très atypique dans l'audiovisuel public. Il n'y a pas une autre boîte qui salarie des chercheurs. Non. On salarie on a des docteurs en informatique qui travaillent, qui cherchent et qui trouvent des usages là-dessus. Alors, à part Signature et Madeleine, donc dans un instant, est-ce que vous arrivez quand même à transformer un peu toute cette recherche alors j'allais dire en business, le terme pour le coup est pas bon, mais est-ce que vous arrivez à la rentabiliser? Est-ce que j'étais venu une fois à l'INA et j'avais un peu une vision, tu sais, de chercheurs un peu Géo trouve tout, tu sais, ou savants fous qui sont des brutes un peu en termes de R&D, mais derrière il y a pas une culture un peu justement du business, comment t'arrives à transformer ça dans un produit que t'arrives à vendre. Il y a ce manque de culture où ça a changé peut-être. Il y a un terrain de jeu en fait aussi qui est en train de se développer. C'est-à-dire que quand tu prends des chercheurs, mais que en face à l'INA il y avait pas par exemple de rédaction ou d'unité qui produisait vraiment des contenus, évidemment du coup tu renforces une tendance à être un peu peut-être hors sol au départ et tu fais de la recherche fondamentale qui n'a pas forcément vocation à déboucher sur un produit immédiatement. Et en revanche, là, aujourd'hui, ce qui se passe à mesure que les activités éditoriales de l'INA se sont développées, c'est qu'il y a aussi un travail plus proche entre, moi, je suis journaliste pour l'INA, je veux utiliser telle ou telle archive, je veux aller pouvoir explorer les 20 millions d'heures numérisées. Il y a 20 millions d'heures. 20 millions d'heures numérisées dans les fonds de l'INA. Comment tu fais pour trouver la bonne chose? Comme journaliste, tu cherches, tu vas utiliser les notices documentaires, il y a des thésaurus, c'est extrêmement bien documenté. J'imagine qu'il doit y avoir des process de documentaliste assez fous. Donc on se parlait tout à l'heure de l'INA de 1000 salariés, il y a environ 400 documentalistes à l'INA. Le cœur de métier au départ, c'est celui-là. Et donc effectivement, en fait, à contextualiser, taguer des contenus pour qu'on puisse a posteriori les retrouver. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, ok, d'accord, c'est cool une fois que ça a été documenté, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres outils qui peuvent apporter une information supplémentaire. On a une équipe de chercheurs là qui bosse en ce moment sur la reconnaissance par l'image. Et donc, aller identifier dans l'image quels sont les lieux, les personnages qui sont présents dans nos archives. C'est évidemment une autre manière d'accéder. Et ça se nourrit entre le travail édito. Moi j'ai besoin de trouver toutes les représentations de Notre-Dame à travers nos archives, y compris les fois où ça n'a pas été documenté parce que Notre-Dame est à l'arrière-plan ou on a un outil qui est en cours de développement là-dessus. Et ça c'est assez génial quand même. C'est clair. Mais après justement ce serait génial, c'est pareil, c'est que cet outil soit bien utilisé. Quand Google développe ce genre d'outil, c'est derrière vraiment bien pour le rendre en produit, etc. Mais vous n'avez pas cette obligation, vous, de rentabiliser, de sortir. On a une particularité au sein de la grande famille audiovisuelle publique. On n'est pas une société anonyme, contrairement aux autres entités. On est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. On a une autre particularité, c'est qu'on est proportionnellement ceux qui sont le moins financés par la redevance. Dans le budget de l'INA, il y a 70% du budget qui correspond à la redevance et on va chercher tous les ans 30% de nos ressources en propre. Dans les autres sociétés audiovisuelles publiques, c'est plutôt entre 5%, quelque chose comme ça. Oui, et puis eux, ils ont de la publicité aussi. Exactement. Vous n'avez pas de pub, a priori. Sur nos supports numériques, si, un petit peu quand même. Mais maintenant, mais donc du coup, voilà, il y a quand même cette culture d'aller produire, d'aller vendre aussi. Donc ça existe quand même. Ce département de recherche et d'innovation de l'INA, Signature, c'est bien un contrat commercial après ça qu'on va avoir et on cherche à le commercialiser et il est commercialisé. Vous avez des commerciaux, vous avez des... Il y a un
commercial qui est patron du développement de signatures. Absolument. Ok, parce que je suis toujours un peu curieux de voir un peu c'est pas une dichotomie, mais entre voilà cette R&D très financée, puis est-ce que derrière t'as une vraie rentabilité, est-ce que quelqu'un s'empare du sujet, va le vendre, ou est-ce que c'est par hasard, signature c'est un bon produit, mais t'apportes quelques éléments de réponse. Et juste avant qu'on passe vraiment à Madeleine, j'avais vu aussi un peu d'open innovation avec des startups. Je me rappelle d'un projet où tu pouvais commander un vinyle donc de concerts que seul l'INA avait dans ses archives, parce que c'était des lives, c'est des choses qui n'étaient pas sorties dans le public. Je trouvais ça assez fou. Ça marche encore, ce projet? Il y en a d'autres comme ça qui ont été faits avec des startups? Ouais, et oui, absolument. Et on a quelques usages comme celui-ci. Ouais, c'est toujours Diggers Factory. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure. J'ai Diggers Factory. Voilà. Je trouvais ça assez malin. Et c'est de la précommande en fait aussi. Tu organises une précommande du vinyle pour être sûr qu'il soit pressé et qu'il ait des personnes qui l'achètent. Et ouais, ça marche. Alors c'est assez marginal par rapport à nos activités. Oui, mais je trouvais l'idée était tellement belle, tu Exactement. vois, que le vinyle qui est un peu cette espèce de hype autour du vinyle, te dire que tu peux avoir des contenus que personne d'autre n'a, puis redécouvrir des pépites de concerts enregistrés il y a 50 ans, 40 ans, peu importe. Je trouvais que il avait vraiment du sens, ce projet-là. C'est exactement ça. Et on a effectivement ce fonds de captation de concerts, notamment des choses passées à la radio. On a l'un de ceux qui a le mieux fonctionné l'année dernière, c'est un Gainsbourg absolument génial, qui était des titres assez inédits, quoi. C'est ça qui est fou. Il y a des pépites, en fait, que t'as pas ailleurs. Et si personne va les chercher ou en fait un disque, ça n'existe pas quasiment. Exactement. Voilà, donc quand même, c'était pour rétablir un peu, voilà, l'INA, c'est quand même loin d'être plus, enfin, ce n'est plus uniquement cette organisation où tu déposes, mais il y a une vraie innovation et des produits, et donc tu l'as dit, des supports numériques qui se sont développés. Et en fait, plus globalement, aujourd'hui, l'INA, qui n'était pas un média à sa naissance en 1974, peut-être que l'intégralité aussi des missions là dont je parlais, c'était des très belles missions, mais qui ont contribué aussi à diluer l'identité de l'INA. Parce que quand tu fais de la recherche, tu fais pas de la formation, tu fais pas de la conservation, et donc ça a été un petit peu un assemblage de missions, toutes plus passionnantes les unes que les autres, mais qui faisaient pas forcément un tout. Et ce qui se passe depuis effectivement 2015, c'est qu'il y a une ligne très forte qui a été impulsée par notre actuel PDG qui s'appelle Laurent Vallée à l'INA, qui est vraiment de se dire ok, on s'assume comme un média atypique, un média patrimonial, mais un média. Et l'ensemble de nos activités doit être drivé par ça. D'accord, donc vous avez aussi réorganisé quelque part dans la priorité. Si vous êtes un média, vous êtes d'abord un média, et puis après, au sein de ce média, des différents, on va dire... On aborde la formation aussi comme peut le faire un média. On aborde le travail de documentation. Exactement. On va travailler tout ce qui est fait par la documentation avec cette finalité aussi d'exploitation éditoriale. Et en fait, ça change pas mal de choses quand on se dit que l'ensemble de tout ce qui relie ces missions au départ, en fait, c'est tout simplement d'être un média atypique, mais un média est résolument un média qui effectivement entretient un lien direct avec le grand public sur ses supports numériques, sur des modèles gratuits, sur des modèles payants, sur des publications spécialisées. Tu citais tout à l'heure les travaux de l'Observatoire Transmédia qui se trouve sur notre site qui s'appelle la Revue des médias de l'INA. Voilà, tout ça contribue à faire vraiment de l'INA un média aujourd'hui à part entière. Et donc média que tu as rejoint il y a un peu moins de 2 ans. Absolument. Avec déjà abordé cette mue, tu le dis un peu depuis 2015. Et donc toi t'arrives à l'INA pour développer ce projet Madeleine. C'était quoi? C'était parce que ça ne part pas de zéro, il y avait déjà eu des bribes. Allez, on est parti, on va se parler de Madeleine quand même. On va se parler de Madeleine, tu vois. On y arrive. On arrive une demi-heure d'épisode et on commence seulement à parler du cœur bûcher. Mais bon, encore une fois, au-delà, Madeleine est la bonne excuse pour se voir et parler de l'INA. Mais je pense que c'est important aussi de parler de l'INA, qui est assez méconnu à mon avis, en dehors peut-être dans le marché des médias. Donc toi, t'arrives pour développer quoi
On te dit, voilà, on a un petit projet dans les cartons, on a des bribes, on a l'INA Premium, qui était cette espèce de... C'était même un peu plus qu'un projet dans les cartons. Très sincèrement, Madeleine a été lancée en mars 2020. C'est un travail de plus de 18 mois de conception, de développement, de choix édito qui ont été faits. Et moi, je l'ai rejoint, je l'ai pris en route. Ce projet, il me préexiste. Donc, je rends à César. Ça appartient à César. Il y a des équipes qui travaillaient déjà sur Madeleine, à mon arrivée à l'INA. Et le point de départ, effectivement, tu l'as cité, c'est un produit qui s'appelait INA Premium. INA Premium avait été lancé en 2015 et grosso modo, INA Premium, c'était la partie payante du site internet de l'INA et qui opérait suivant une logique très simple. Les contenus courts étaient en gratuit sur ina.fr. Si tu voulais regarder une intégrale d'une émission, tu payais. À l'acte, par exemple, mais aussi en abonnement. Il y avait déjà un forfait, une proposition d'abonnement, mais il n'y avait pas de produit SVOD. C'était une partie. Oui, c'était même pas c'était grand public. Non, c'était tout le monde. Ça a plutôt assez vite trouvé un public. INA Premium, moi quand j'arrive à l'INA, INA Premium, c'est 15 000 abonnés. Donc c'est pas rien non plus. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a un public. Mais en termes de produits, en termes d'identité éditoriale, c'était la partie payante du site internet de l'INA. Ouais. C'est l'INA tout. avait fait de l'INA. Et il y avait pas cette expérience produit spécifique qui est celle exigée par les standards de la SVOD. Mais il y avait quand même déjà tout ça fait que les briques étaient un peu prêtes. Et surtout il y avait cette conviction qu'il y avait un marché. À partir du moment où avec des expériences, des budgets marketing à l'époque qui étaient assez limités, t'arrives à attirer sur ton seul nom 15 000 personnes qui payent 3 € tous les mois. Ouais, ça te dit si je package bien ça, que j'ai une offre un peu cohérente, il y a sans doute moyen. Netflix je sais pas si c'était à Netflix, c'était déjà là, mais en tout cas les gens avaient pris l'habitude de payer, quoi. Exactement. Donc le départ il est là, et après ça du coup il y a cette volonté d'en faire un produit spécifique avec une identité, avec une expérience utilisateur qu'on a essayé de retravailler aussi. C'est terrible en fait dans l'univers de la SVOD. Tu peux être Madeleine qui est une équipe assez réduite en termes de TP mobilisés. On est sur les doigts de main entre tous les corps de métier possibles du dev à l'édito. Voilà. Enfin, c'est très peu. Hein. C'est extrêmement peu. Et en fait, ton utilisateur, tu peux pas lui dire que parce que t'es une petite équipe, son expérience va être dégueulasse. Non. C'est impossible. Il est habitué. De marché, en fait. Exactement. Et le standard, c'est Netflix. Il faut que ça marche. Et il faut que ça marche, que ce soit parfait et que tu t'y retrouves. Et donc du coup, un utilisateur va avoir la même exigence et tant mieux. Enfin, ça nous challenge, quoi. Et ça, c'est un vrai gros défi en termes d'usage. Donc puisqu'on est dessus, juste petite parenthèse technique, tu parles de cette UX, donc monter une UX comme ça, c'est pas rien. Et en termes de techno, juste en une minute, c'est quoi? Vous avez développé chez vous? Vous avez pris une plateforme d'SVOD en marque blanche? Il existe des plateformes SVOD en marque blanche. Ouais, je pense à VOD Factory, bien sûr, avec qui on échange nous régulièrement. Mais non, on a créé, on a développé, on voulait être propriétaire de cette techno-là. On a bossé avec des agences aussi externes qui ont travaillé au développement en lui-même du produit. Madeleine aujourd'hui, donc c'est accessible sur un site internet responsive évidemment. On a développé également une appli iOS, Android. Là se pose nous dans notre développement la question de se développer sur des téléconnectés. Aujourd'hui, on n'a pas développé d'appli téléconnectée. Peut-être qu'on va, je pense que vous y viendrez, c'est un sujet qui revient en 2021, c'est fort quand même. C'est exactement ça. Et après ça, on essaie à chaque fois de mettre en perspective, tu parlais business tout à l'heure, Madeleine, c'est aussi, on a un enjeu business, hein, avec, il y a un PNL, bien sûr, il y a un PNL direct sur Madeleine. On est même, pour la petite histoire, dans les médias audiovisuels publics, on a un contrat d'objectifs et de moyens qui nous lie à l'État. C'est ce qui définit quels sont nos objectifs structurels
l'INA est chargée de faire ça, ça, ça et ça, et on a des, c'est dans n'importe quelle autre entreprise, on appellerait ça des KPI. Oui, exactement. Et vis-à-vis de l'État, dans notre nouveau contrat d'objectifs et de moyens, on est engagé sur un nombre d'abonnés sur Madeleine. On s'est donné des vrais des objectifs d'abonnés et de marge brute. Et très bien. Enfin, non, mais moi je trouve ça super. C'est assez challengeant, quoi. Ouais. Mais bien sûr. Et donc tous les ans, il y a un moment, on va devoir rendre des comptes au ministère de la Culture et à Bercy, qui regarde ça de près, sur est-ce que vraiment ce produit Madeleine SVOD, c'est un truc qui permet à l'INA de générer du business et de créer de la valeur. Génial. Enfin, et donc c'est aussi à cette zone-là qu'on va décider de faire des applis sur téléconnecté ou pas. C'est en fonction d'un marché qu'on cherche à objectiver. Est-ce qu'il peut y avoir un retour sur cet investissement? Est-ce que ça vaut le coup? Exactement ça. Donc Madeleine, évolution produit, évolution édito. Oui, surtout, forte, évidemment, parce que alors pour moi, pour tout le monde, la SVOD, si tu te dis c'est du flux, c'est de la nouveauté permanente. Hein. Il y a une espèce de guerre alors qui hyper présente ces 18 derniers mois avec l'arrivée des vrais gros concurrents, Prime, Disney, etc. Donc tu sens qu'il y a une espèce de bataille, et Salto évidemment, j'avais vu. Comment est-ce que tu fais quand tu as un matériau mort entre guillemets, parce que non, une archive, c'est pas mort. Mais donc dans un média, tu vois, comment vous vous positionnez là-dessus, un peu je te laisse un peu sur l'édito notamment. Netflix, nouveauté, oui, bien sûr, mais pas que. Breaking Bad, c'est quoi aujourd'hui? Breaking Bad, est-ce que c'est pas une archive finalement, une série comme Breaking Bad qui a 10 ans? La dernière saison de un petit coup dernière saison de Breaking Bad, il se passera plus rien, et c'est voilà, c'est une petite pique, hein, mais ce contenu au départ, alors évidemment, moi j'ai pas des droits acquis sur Breaking Bad, hein, et donc on travaille sur tout à fait autre chose, mais dans un catalogue SVOD, oui, il y a les nouveautés qui sont importantes, bien sûr, c'est un facteur de déclenchement à l'abonnement très 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 fort, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc voilà, je prenais cet exemple-là. Je prenais cet exemple-là. Éditorialement, Madeleine, c'est 13 000 contenus qui sont tous issus des fonds de l'INA. Ça représente à peu près 13 000 heures, si je la fais très schématiquement. Et tout à l'heure, je disais que les fonds de l'INA, c'était 20 millions d'heures. Donc 13 000 par rapport à 20 millions, c'est simple. Hein. On a cherché à constituer un catalogue qui soit la crème de la crème de l'expérience, des contenus qu'on peut proposer. On a construit ça sur plusieurs genres. On a des séries et des fictions. Je pourrais te parler d'Arsène Lupin. Ouais, j'ai vu. C'est très malin en fait. Mais je pense que ça reflète un peu le positionnement de Madeleine. C'est clairement ça. C'est une capacité d'équipe. Alors, ce que tu parlais de journalistes, de médias, vous avez une conférence de rédaction. Je sais pas si elle est liée purement à Madeleine ou elle est plus globale, mais voilà, c'est votre capacité à aller rechercher des contenus d'archives totalement liés à l'actualité ou qui sont ce petit pas de côté intéressant, complémentaire en fait d'un Netflix. On prend pas Netflix ou Madeleine. Absolument. Et on est une offre de complément en SVOD pour l'utilisateur. On est la deuxième bagnole. T'as une première voiture, mais tu peux avoir une offre de complément, et on le revendique. On est une offre de SVOD patrimoniale avec une ligne spécifique et avec une proposition éditoriale qui est évidemment très très spécifique. T'as parlé de conférence de rédaction, oui, qui effectivement englobe l'intégralité des contenus qu'on produit, pas uniquement ce qui est proposé en payant en SVOD, il y a aussi tout ce qui est proposé en gratuit sur nos réseaux sociaux notamment. Et en fait, nous on crée des couples un peu bizarres à l'INA entre des journalistes et des documentalistes. C'est un truc qui existe plus vraiment en rédaction aujourd'hui. C'est des choses qu'on n'a plus le temps vraiment de. Oui, les archives, ça reste faire. Un sujet. Tu dis ce serait bien que je les exploite, mais en fait t'es dans autre chose. T'es dans une matière plus fraîche. Vous, c'est le cœur de votre. Et nous, c'est le cœur, à l'inverse. Et du coup, on a ce lien extrêmement fort et très atypique avec vraiment des journalistes qui ont une connaissance de l'actu, un sens de l'air du temps, qui vont aller se confronter aux connaissances des documentalistes. Et c'est assez génial parce que de temps en temps, un journaliste va imaginer un angle de rebond et un documentaliste de lui répondre « Mais non !»
En fait, l'archive ne montre pas ce que tu es en train de me demander. Donc le journaliste va réangler là-dessus. Il y a vraiment un process assez créatif quoi là-dessus. Créatif, non, mais c'est et assez et complètement atypique. Donc, quand je dis qu'on a un média atypique, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on a même un process de création et d'éditorialisation qui est extrêmement atypique. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on revendique. Et donc Madeleine, c'est une équipe à la fois de journalistes emmenée par une responsable éditoriale qui s'appelle Pauline Baduel, qui est arrivée à l'INA il y a quelques mois, et de documentalistes qui sont de nouveau remis en avant. En fait, ils n'étaient pas oubliés, mais ils ont un rôle clé. Absolument. Et ils connaissent le catalogue des fictions de l'INA par cœur. Madeleine, c'est des séries fictions, c'est des documentaires, c'est des captation de spectacles et alors notre registre le plus fort, le plus atypique, c'est celui pas le plus atypique, le plus distinctif c'est celui des émissions cultes. Tu peux te refaire toutes les heures de vérité sur Madeleine, tu peux te faire Thalassa sur Madeleine. Donc au moment de la mort de Georges Pernou, nous c'est un gros événement pour nous, bien sûr. parce que tu vas aller redécouvrir, tu vas te rendre compte qu'en fait c'est pas que ce truc ringard que tu regardais ou pas avec tes parents le vendredi soir, c'est aussi honnêtement, moi j'ai redécouvert des reportages de Thalassa. Et en fait, c'est vraiment du grand reportage et du documentaire. Et qu'on dit même, désolé pour l'anglicisme, mais evergreen quoi. En fait, avoir un reportage sur une île, voir un reportage, que tu le vois maintenant ou il y a 20 ans. Absolument. La qualité est bonne. D'ailleurs, vous restaurez un peu. Absolument. Pour que ce soit, vous avez des standards, vous avez été obligé. Absolument, et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de numérique qui est pas l'apanage d'un département à l'INA, ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on a évidemment des grosses capacités de restauration au plus près des collections, du coup au plus près des documentalistes, et c'est un savoir-faire qu'on revendique ça. Et donc sur Madeleine, tous nos contenus ne sont pas restaurés, mais quand on veut travailler particulièrement un contenu, on va se dire qu'il faut le restaurer. Peut-être que vous événementialisez ou mettez bien en avant, vous allez un peu mieux le restaurer. La série est assez géniale. Donc en fait, moi j'ai découvert aussi ça, mais l'audiovisuel a fait 3 séries successives sur Arsène Lupin. Il y en a une en 69, une en 79 et une en 81. Et la meilleure des meilleures, c'est celle de 69 avec Georges Descrières comme acteur. Et on l'avait pas immédiatement parce qu'il y avait des sujets de droit. Ça aussi, c'est très important. Ouais, c'est un point que sans doute, on va sans doute s'en parler. Et puis on en parle après, effectivement. Et Arsène Lupin, et aujourd'hui, quand tu la regardes sur Madeleine, c'est une série qui a été restaurée et c'est bluffant. Il y a pas un moment où tu te dis l'image saute, je sais pas quoi. C'est un problème de FPS. De temps en temps, ça passe en fait aussi parce que l'utilisateur a aussi cette côté, envie, oui, bien sûr. Je sais que c'est un peu programme. Exactement. Mais si tu veux binge-watcher une série pour reprendre un peu les expressions, les usages de Netflix, t'as quand même un petit standard qui fait que tu te fatigues pas, quoi. C'est exactement ça. Donc ça c'est intéressant effectivement. Donc très curation humaine en fait. Si on devait faire un des gros distinguos, c'est l'algo versus la curation humaine. C'est un contre-pied. Tu parlais d'atypique, mais on est vraiment dans le truc un peu artisanal, très réfléchi, humain, avec une connaissance des fonds. Nos algos, c'est nos documentalistes. Alina, je ne peux pas dire la chose autrement. Ce sont des gens qui pourraient imaginer demain que vous développiez de vrais algorithmes qui seraient capables d'aller chercher dans ces 20 millions d'heures, tu disais. Donc même pas forcément restauré, mais on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus algorithmique. Je sais pas si c'est intéressant, mais tu parlais de ton entretien avec Laurent Frisch. Je pense qu'on s'appellera surtout pour rebondir sur leur algorithme de service public. Si Radio France développe un super algorithme de service public sur à quoi ça sert un algorithme de service public, je pense qu'on ira se parler de ça dans ces moments-là. Non, un algorithme ne pourrait pas aller choisir dans les 20 millions d'heures. Un algorithme pourrait éventuellement créer de la recommandation et des suggestions de lecture au sein des programmes qu'on a déjà choisis et publiés sur Madeleine. Mais pourquoi un algorithme ne pourrait pas ? Parce que on a des sujets juridiques sur nos 20 millions d'heures. À chaque fois qu'on va aller publier un contenu sur Madeleine qui n'est pas déjà présent sur Madeleine, on va chercher qui sont tous les ayants droit, est-ce que c'était une société, est-ce que etc. Et on va relire des dossiers de production. On a une direction juridique à l'INA qui est
qui est absolument génial, mais qui va aller relire des dossiers de production pour vérifier qu'on n'est pas en train de diffuser quelque chose ou en fait on doit reverser quelque chose à un ayant droit qu'on n'aurait pas identifié. Donc ça c'est assez génial et ça il y a pas un algorithme qui pourra le faire. En tout cas, ça rajoute de la difficulté. et donc justement sur ces droits, les contenus que vous diffusez, je suis vraiment très très néophyte en la matière, mais c'est des contenus qui sont tombés dans le domaine public. Vous devez payer quelqu'un dessus. Vous les choisissez en fonction de ces droits. Domaine public, non. Ce n'est pas du domaine public. L'INA, la loi a organisé une dévolution de contenu, de droits, et donc, par exemple, tous les programmes d'avant 1997 qui ont été produits par l'ORTF et Radio France en matière audio, aujourd'hui appartiennent à l'INA. Les droits appartiennent à l'INA. Radio France peut les exploiter et on échange évidemment voilà, il y a des process très normés et il en est de même sur des programmes télé. Il y a toute une dévolution voilà de contenus qui ont été organisés et après ça on a aussi un système où des contenus ont encore des ayants droit à qui on va verser tout simplement. On reverse une partie de notre chiffre d'affaires généré par de la SVOD à des ayants droit de programmes. D'accord. Et ça, vous avez aucun problème avec ça. Vous n'allez pas vous interdire d'utiliser des contenus sur lesquels il y a encore des droits. Exactement. Voilà, ça fait partie de l'équation économique. Exactement. Vous savez que sur certains contenus, vous reversez. Exactement. D'accord. Ouais, donc ça, il faut bien suivre aussi. Ça peut être un peu complexe à mettre en place, mais bon, vous avez les équipes qui sont un peu habituées à ça. Exactement. Qui est abonné à Madeleine, parce que spontanément on peut imaginer que c'est, tu vois, tu parlais de Thalassa ou de ces séries, alors c'est plutôt les boomers, c'est nos parents, tu vois, alors j'ai 40 ans, mes parents ont 70 ans, est-ce que c'est plutôt eux qui regardent ça, est-ce que les jeunes ça les intéresse? Tu peux nous en dire plus un peu sur les abonnés? Ouais, bien sûr. De toute façon, on les rencontre, hein, nos abonnés. On a fait des sondages, des études quali, quanti, pour savoir évidemment qui ils sont. On a comment dire ça. Au départ, l'une des motivations pour un abonné Madeleine, c'est effectivement de revoir quelque chose qu'il a déjà vu, donc ce qui suppose un certain âge, évidemment. Donc on a ce socle, ce bassin de personnes qui viennent pour revoir quelque chose. Et donc eux ont un comportement très particulier sur Madeleine. Ils savent qu'ils veulent voir tel programme. Ce sont plutôt des chasseurs. Ils viennent et ils vont utiliser le moteur de recherche, ils vont taper leur recherche et ils vont pouvoir voir Thalassa, L'heure de vérité, le divan d'Henri Chapier, que sais-je. Et donc eux, ils arrivent vraiment avec une idée préconçue et bien précise et bien définie là-dessus. On a un autre type de comportement et on est à peu près à moitié-moitié dans les usages où des personnes vont au contraire se faire prendre par la main et vont aller picorer, vont se promener au sein de Madeleine pour découvrir en mode sérendipité un peu, se laisser surprendre par des contenus et du coup c'est à eux particulièrement que s'adressent toutes nos propositions éditoriales, toutes nos recommandations, toutes nos sélections sont évidemment plutôt ces promeneurs là qui vont découvrir voir pour la première fois. Exactement. Et ça, c'est notre pari éditorial. C'est de se dire que, et je reprends mon analogie avec Breaking Bad tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a certains programmes, quand t'es une génération dingue d'images, en fait, que l'image est 10, 20, 40 ans, ce qui compte, c'est la nature du programme, c'est l'intérêt du programme. Fond, évidemment. Exactement. Et du coup, on essaie de construire toute cette éditorialisation là-dessus. Sur l'âge moyen de nos abonnés, on n'est pas à une offre aujourd'hui où majoritairement on aurait des 30-35 ans qui seraient abonnés, mais on fait tout pour aller les chercher parce que c'est aussi une mission de service public là-dessus. J'ai parlé de marge brute, j'ai parlé de KPI tout à l'heure et j'ai parlé de la dimension business de l'INA. Oui, bien sûr, elle est là.
mais il y a pas que ça. On transmet énormément de choses. Et si on transmet pas à des jeunes générations, quelque part dans 10-15 ans, on n'aura plus vraiment de public. Même, allons plus loin, le consentement à payer la redevance, si au final les propositions éditoriales s'adressent qu'à une partie très vieillissante de la population, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de notre mission? Et donc tout notre pari, ça va être d'aller chercher des jeunes générations. Et c'est pour ça que Madeleine va être présente sur Insta. C'est pour ça qu'on va développer toute une culture de la story sur Insta. Et donc on s'adresse vraiment aussi à ces populations. Je pense que vous pouvez. En fait, il faut juste trouver les codes pour leur parler. Mais après, encore une fois, c'est le fond qui parle. Si c'est intéressant, et l'appétence pour l'image. Ouais. Et il y a une appétence pour l'image aujourd'hui qui est complètement dingue. En tout cas, c'est là-dessus qu'on mise nous. Et en fait, c'est ça le truc, quoi, qu'on essaie de pousser le plus possible. Ouais. Donc sur Instagram, ça c'est plutôt cool. J'ai vu aussi des partenariats avec d'autres médias. J'ai vu sur le Figaro, sur Allociné, la Madeleine du mois, etc. Exactement. C'est des leviers de recrutement, d'abonnés. Et c'est quoi? C'est des échanges de bons procédés avec eux? Ça leur fait un peu de contenu et puis vous un peu de visibilité. Ça dépend des médias en question. Il y a aussi il y a des deals aussi. Il y a bien sûr avec des revenus, des partages de revenus sur l'acquisition. Ou même de notre côté des dispositifs. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas une offre on se parlait d'Allociné. Les offres de streaming ont toutes un corner chez Allociné. Qu'ils alimentent même. Nos programmes sont évidemment dans les bases Allociné. Le maillage entre la base Allociné et l'ancrage, c'est un espace qui vaut cher. Exactement. Et on a la chance d'avoir un catalogue suffisamment atypique pour que on soit pas trop en concurrence entre différents opérateurs là-dessus. Le Figaro, c'est un intérêt édito du Figaro qui adore se balader dans Madeleine. Il y a un côté quand même, tu vois, tu parlais aussi, il y avait eu un bel article sur Le Parisien, mais les gens qui aiment Madeleine aiment beaucoup Madeleine, j'ai l'impresration. C'est assez, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je pense que vous avez bien trouvé le nom et le positionnement, mais ça t'as quand même un côté, une fois que tu t'es dedans, t'as envie de le promouvoir, le truc, parce que ça fait, tu sais, c'est un truc que tu vois pas ailleurs, en fait. C'est un truc distinctif. En disant, putain, mais regardez la richesse du truc, c'est assez cool. Et surtout, chacun est acteur chacun se construit sa Madeleine, quoi. Et qui t'ira pas chercher les mêmes choses que celles que je vais aller chercher, qu'un autre abonné. Et donc, du coup, il y a aussi cette capacité à partager, à favoriser le partage entre utilisateurs. C'est clair. Et ces utilisateurs, donc là, t'as quelques chiffres, vous en êtes à combien d'abonnés par rapport à ces objectifs, justement? Alors, plus que c'est public, est-ce qu'ils sont publics, justement, ces chiffres-là? Eh bien non, je ne te donnerai pas le nombre d'abonnés exact à date aujourd'hui à Madeleine. On est bien au-delà de ce qu'on espérait. En fait, on s'est lancé le 19 mars de manière un peu précipitée. Alors vous avez probablement aussi bénéficié de l'effet confinement. Et là, quand je jongle entre mes casquettes, c'est la casquette service public de l'INA qui était là. Confinement, on n'était pas tout à fait prêt à se lancer, ce qui est un risque assez fort en termes de produits. Oui. C'était chaud. Un mauvais lancement, ça peut entièrement te plomber. Hein. Tout peut s'arrêter. Exactement. On a offert une période de gratuité étendue. Aujourd'hui, donc Madeleine, c'est 2,99€ par mois. Tu cherches pas, il y a pas moins cher pour le nombre de contenus. Voilà. Et c'est aussi un tarif de service public là-dessus. Et donc 3 mois de gratuité au lieu de 1 mois de gratuité au moment du confinement. Je pense que ça aide à passer la période quand tout n'est pas forcément exactement parfait. Oui. Si en même temps à côté de ça t'as 3 mois un peu pour corriger un peu le tir et montrer. On est allé beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que 3 mois. On est monté à 60 000 abonnés à ce moment-là. Donc de 15 000
époque premium à 60 000. Évidemment, après ça, c'était des personnes qui bénéficiaient aussi de la gratuité. Donc, oui, donc il y a du churn là, qui peut être fort, mais qui est normal. Qui est absolument normal. Et aujourd'hui, on recrute en net. Tiens, on se parlait d'Arsène Lupin. Je vais te donner un chiffre. Arsène Lupin est arrivé vendredi dernier sur Madeleine, il y a un peu moins de 7 jours. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de recruter des nouveaux abonnés. On est à 1000 recrutements d'abonnés nets sur les campagnes qu'on a conduites. Des campagnes Arsène Lupin. Exactement. 1000 personnes qui sont venues s'abonner, qui ont lâché un numéro de CB, alors qui pour l'instant sont dans leur période de gratuité d'un mois. Oui, mais t'en garderas et après. Mais évidemment. Ouais. Et là, c'est mine de rien, c'est pas mal, quoi. Enfin, je fais l'analogie avec ce que j'ai connu dans le monde de la presse écrite sur les abonnements numériques. Les 1000 abonnés, faut aller les chercher. Exactement. Et là, ça y est, on a après ça à nous de bien le travailler, de les conserver, et de tout faire pour les inciter à rester. Qu'est-ce que vous avez comme ressources là-dessus? Parce qu'en fait, ce business-là, il est très, alors là, c'est très marketing, l'analyse, c'est ce qu'on appelle un peu du data crunching, quoi. Il faut aller voir dans le détail des chiffres, les gens qui se désabonnent, etc. J'ai dit qu'on était une petite que dizaine. Ça se compte sur les doigts de main. Donc. Mais t'as quand même quelqu'un un peu de spécialisé là-dessus. Vous faites pas ça de manière pragmatique. Vous êtes vraiment dans le détail des chiffres. Vous êtes pointu là-dessus. On se développe. La marge de progression. J'ai aussi dit tout à l'heure que j'aimais bien les entreprises où il y avait des choses à faire. Ouais. C'est un axe de développement, bien sûr. Et encore une fois, de toute façon, si je reprends cette histoire de l'INA où au départ on n'est pas en contact avec le grand public, à la culture du marketing et de l'utilisateur final, ça se développe en interne, exactement. Et elle est géniale cette mutation là et cette évolution là. Et on va avoir des chances de se développer là-dessus. Et ça participe de la transformation de l'INA en média. La culture du marketing et l'utilisateur final. Enfin c'est aussi un autre métier que vendre des archives à des tiers et c'est assez passionnant là-dessus. Je l'imagine bien. On arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais juste voir le futur. T'as parlé un peu de téléconnecté, t'as parlé un peu de réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois l'évolution de Madeleine? Est-ce que c'est évidemment plus de contenu, mais est-ce que c'est des contenus qu'on pourrait retrouver ailleurs? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer retrouver des contenus de Madeleine sur un Netflix, ou je sais, tu vois, comment ça peut évoluer ça? Sur un Netflix Madeleine, je sais pas trop. En revanche, est-ce que Madeleine pourrait être présent, je sais pas moi, sur une chaîne sur une chaîne d'Amazon Prime Video? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est des choses qu'on est en train de la distribution élargie au-delà de l'OTT de Madeleine. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, en train d'instruire, avec toujours cet équilibre sur combien ça va nous coûter à développer. Quelles sont les perspectives business là-dessus? On se parlait d'usage tout à l'heure. Madeleine est atypique en termes d'usage. 80% des visionnages se font sur un écran d'ordinateur. Ouais, ça c'est ce qui est pas normal. Non. Pour une offre SVOD. Oui, ça devrait être l'inverse. C'est 80% aujourd'hui des consommations de contenu sur les offres SVOD se font sur un écran télé. Ouais. Et donc vous parlez avec les FAI, enfin les telcos, pour être sur les box, avoir l'offre. Sony pour être sur la PlayStation. Ça fait partie de nos questions. Il y a des intermédiaires. Bien sûr, on prend notre petit bâton de pèlerin, on fait le tour, on essaie de déterminer. On se parlait de VOD Factory tout à l'heure. VOD Factory édite des services pour Orange et a lancé ça il y a une semaine. Pourquoi pas, j'en sais rien. Tant qu'on arrive à avoir une visibilité qui nous intéresse, ça fait partie de choses sur lesquelles on travaille. Et en termes d'usage, on sait qu'on doit. On en a encore sous le coude en fait. Oui. C'est comme ça qu'on voit. En fait, faut le voir. Je parlais tout à l'heure de verre à moitié vide, à moitié plein. De verre à moitié plein, c'est que une progression qui est assez fantastique. Exactement. Et donc on fait tout. L'écran télé est un horizon de développement pour Madeleine. C'est évident. Et ça fait partie de nos axes sur ce qu'on veut cocher en termes de développement dans les prochains mois, dans les prochains mois. Allez, je vais rester en mois. Bien sûr, parce qu'en fait année, il y aura des choses, mais tu sais, c'est trop compliqué.
compliqué de se projeter sur ce genre de business. Et après ça, tout notre travail, au-delà de ces évolutions de distribution là, c'est aussi de réussir à affiner encore notre programmation édito. C'est un vrai travail de programmation. À qui on s'adresse, quels sont les contenus qu'on met en avant, comment on va chercher de nouveaux droits éventuellement sur des contenus. Tu pourrais aller chercher des contenus que vous n'avez pas aujourd'hui en fond. Je te donne à l'étranger. Je te donne un exemple. Des images dans le pays. Ouais, ou même au moment de. Je vais te donner un exemple assez récent. Au moment je suis un fan de politique. On s'est parlé du Lab d'Europe 1 tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc moi j'ai été biberonné à The West Wing, la série absolument géniale d'Aaron Sorkin à la Maison Blanche, qui n'existait pas sur des offres SVOD en France jusqu'à il y a très peu de temps. MyCanal les propose aujourd'hui. Et à la faveur évidemment de l'élection américaine. Très bon coup de programmation, génial de leur part. Enfin, le proposer à ce moment-là, je me suis refait évidemment du coup à cette occasion-là tous les épisodes. Pourquoi pas sur Madeleine? Est-ce que c'est pas un contenu? On se parlait de Breaking Bad tout à l'heure. À la Maison Blanche, c'était quelque chose qui n'existait pas en France, qui est un contenu patrimonial. C'est un contenu patrimonial. Il y a plus de nouvelles saisons, pourquoi pas. Après ça, évidemment, il y a des questions de budget, tu mets en face le nombre d'abonnés que ça peut te rapporter ou pas, de quelle manière ça te permet d'élargir ton socle d'abonnés au départ. Donc je donne cet exemple-là. Ouais, non, mais pour bien comprendre que en fait vous pourriez rien vous interdire. Moi, je m'interdis absolument rien tant que c'est cohérent avec la ligne édito de ce qu'on se fixe, qui est une mission de créer une offre spécialisée, une offre SVOD qui a une identité, qui est une offre SVOD patrimoniale. Et à partir de ce moment-là, si ça rentre dedans, ça rentre dedans. Pourquoi pas la première saison de Burger Quiz. Je sais pas moi. Burger Quiz a une histoire atypique. Ouais, il y a eu la première saison sur Canal. Il y a ensuite eu les épisodes sur les saisons sur TMC. La première saison de Burger Quiz. Voilà. Je peux continuer longtemps. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais je vois bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que voilà, vous enfermez absolument pas dans ce côté. Artlecker à vif. Je sais pas moi, allez, je vais continuer. Mais c'est vrai parce que quand tu vois le succès de Friends sur Netflix, et là pour le coup c'est pas 10 ans comme Breaking Bad quoi, c'est plus 20, etc. Et donc comment tu peux créer une offre jeunesse avec des vieux dessins animés, des mangas, enfin. Alors, truc atypique, on avait des contenus dessins animés précédemment sur l'offre INA Premium. On les a sortis au moment où on a lancé Madeleine parce que ça n'a jamais trouvé de public. C'est-à-dire Madeleine, vous l'avez pas testé dans Madeleine encore. On l'a pas encore retesté sur Madeleine, mais on a fait un choix de distribution qui est un peu différent. On l'a mis sur YouTube en fait plutôt, parce que la capacité que quelqu'un va avoir à transmettre ou pas ses contenus à ses enfants. Parce que si tu t'abonnes, tu dois payer ça. Ça marche pas complètement. Et donc, on a fait un choix de distribution qui est plutôt de les mettre en gratuit. Et ça fonctionne nettement mieux en termes de consommation. Donc, t'as du Casimir sur les chaînes YouTube de Lina. On les a pas mis sur Madeleine parce précédemment, ça marchait pas sur Premium. Et qu'on s'est dit que, voilà. Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Pourquoi pas les remettre à un autre moment, évidemment. Toute dernière question, on a assez peu parlé d'audio, on a été quand même très vidéo sur les podcasts, et là c'est encore une fois un peu d'ouverture sur les usages cartonnent sur les podcasts. Comment vous traiter l'audio versus la vidéo? J'ai parlé des catégories présentes de contenu sur Madeleine. Effectivement, série fiction, documentaire, captation de concerts et émissions cultes. On a une autre catégorie qui est celle de l'audio. Sur 13 000 contenus, c'est quand même à peu près 4 000 contenus. Je suis très humble et venant de Radio France, ayant travaillé chez Radio France, chez Europe 1, j'aurais du mal à dire l'inverse. Madeleine est pas une offre de podcast en termes de même d'UX. Pour écouter aujourd'hui de l'audio, il faut un lecteur persistant sur une appli, iPhone. Ça se passe au casque sur une appli. Oui, l'usage est pas le même que de regarder une vidéo. C'est beaucoup plus simple quelque part. T'es dans une application, tu regardes une vidéo. L'audio, le mec veut. Tu dois développer exactement. Et donc Madeleine permet pas, par exemple, aujourd'hui, d'avoir un lecteur persistant audio. Bon, c'est tout bête, c'est un point de détail, mais c'est pour dire qu'on est assez réaliste sur ce qu'on est exactement en termes d'usage sur l'audio ou pas. Et notre audio, il est là en
complément. Il est là sur tiens, je vais te prendre un exemple très bête. Tonton David est mort hier soir. Ouais. Absolument. 53 ans. J'en ai pas parlé ce matin avec les équipes, donc je sais pas exactement ce qu'on va pouvoir en faire sur. Si on n'a pas de contenu vidéo sur qui présenterait Tonton David sur Madeleine. On a un entretien audio avec sur France Inter en 94, je crois. Là, c'est un moment où ça va nous permettre une pertinence, une complémentarité supplémentaire. Et c'est comme ça que c'est consommé. C'est-à-dire que je connais pas grand monde qui vienne binger à l'intérieur du catalogue audio de Madeleine. En revanche, quand on le met en avant dans une programmation parce que ça fait sens, parce que ça complète quelque chose, ça marche. Après, quand tu regardes MyCanal distribue de l'audio. Calls, c'est une série où c'est de l'audio à l'intérieur d'une offre SVOD aussi. Mais c'est vrai que c'est pas très mis en avant. En tout cas, il y a encore plein de choses à faire autour de l'audio. Vous êtes pas par plateforme audio, mais de manière complémentaire. Exactement. Sur certains contenus. Parce qu'après, voilà, on pourrait se dire des usages sur les assistants audio connectés. Il pourrait y avoir Madeleine sur des assistants. Bon, c'est peut-être un peu tiré un peu loin, mais puis tu payes pas. ça aussi, pardon, non, mais t'as bien raison, mais c'est pour tester. Mais oui, non, et attention, je dis ça sous forme de boutade, mais pourquoi pas. Après, très sincèrement, je pense qu'on s'en parlerait aussi. Il y a aussi cette idée de faire ce qu'on fait de mieux par nous-mêmes, et peut-être sur le reste de parler à des acteurs. Donc peut-être qu'on en parlerait avec d'autres acteurs là-dessus. Du marché. Exactement. Très clair. Merci Antoine pour toutes ces infos. Je trouve ça assez passionnant. Enfin, je pense que tu dois t'éclater, et comme tu l'as dit, il en reste encore beaucoup à faire. Exactement. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup de ton invitation. C'était un plaisir d'échanger et de raconter un peu ce qui se passe à Brie-sur-Marne, parce que l'INA se passe aussi à Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne, voilà, absolument. C'est un peu sur une colline, puisqu'historiquement, il fallait protéger les archives des intempéries. Je pense que vous en êtes où de la numérisation de toutes ces archives? Est-ce qu'elle sera faite un jour, d'ailleurs? Oui. Et en fait, c'est pareil, je pense qu'on pourrait faire un épisode là-dessus tellement ça va être complexe. Et par rapport à ce que je disais en tout début, je ne suis pas directeur du numérique à l'INA. En fait, le numérique à l'INA, avant d'être quelque chose qui a permis de toucher le grand public, ça a aussi été la numérisation des fonds. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été initié avant les années 2000, à la fin des années 90. C'est Emmanuel Hogg qui aujourd'hui, chez les nouvelles éditions, effectivement, les Inrock et Nova, qui est passé par l'AFP et qui a été pendant près de 10 ans PDG de l'INA, et qui a vraiment initié tout ça s'appelle un plan de sauvegarde numérique, un PSN, qui a été initié avec évidemment tout l'aval de nos tutelles et des ministères, et qui est vraiment la numérisation de nos archives. Je crois que c'est fait à 99% aujourd'hui. D'accord. Toutes nos archives sont numérisées à 99%, et ce qui entre encore aujourd'hui à l'INA est évidemment nativement numérisé là-dessus. C'est rassurant, c'est normal. Exactement. Super, merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux épisodes sur les médias. Portez-vous bien, salut. Salut François. Salut Antoine. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.